Une troisième table ronde consacrée à l'horizon 2030. Comment inscrire la concertation au cœur du développement? On est presque tous d'accord pour dire, on l'a entendu de nombreuses fois ce matin, l'éolien va jouer un rôle essentiel dans notre mix énergétique, dans le mix énergétique décarboné de notre pays. Pour cela, quels sont les nouveaux modes de coopération qu'il faut mobiliser, imaginer, inventer, compléter peut-être? Quels sont les outils de planification qui sont à disposition, que l'on peut là aussi utiliser ou qu'il faut également inventer? Quelles innovations techniques, économiques, méthodologiques? Voilà de quoi on va parler cet après-midi. On va essayer de sortir de cette troisième table ronde avec quelques propositions concrètes quant aux outils et aux méthodes. Allez, on se met au travail. Il y a un industriel de l'éolien français, je voudrais rectifier quelque chose qui a été dit ce matin par Fabrice Boissier qui a dit on n'a pas d'industriel de l'éolien français. Et dans la salle, il y avait David Saint-André. Lève-toi David, que tout le monde te voit bien. Voilà un fabricant français d'éoliennes. Vous pouvez l'applaudir, il n'y en a qu'un. Enfin, il y a Vernier aussi. S'il y a quelqu'un de chez Vernier qui est là, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, David Saint-André de Poma. C'est bon, on peut démarrer? Allez, installez-vous tous. Pour introduire cette troisième table ronde, on va démarrer avec le témoignage d'un élu qui a porté des projets éoliens. Je l'ai déjà cité ce matin, c'est Alain Péréa. Je veux bien que vous veniez vous installer sur scène. Donc Alain Péréa, il est député de l'Aude, vice-président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Il est également vice-président de la Fédération nationale des SCOT, schéma de cohérence territoriale. Donc il est légitime, puisqu'on parlait de légitimité ce matin plusieurs fois, pour nous parler de tout ça. Et alors, entre nous, je vais vous le dire, c'est pas d'hier qui s'intéresse à l'éolien. En décembre 2000, j'animais un colloque dans le théâtre de Narbonne consacré à l'éolien. Beaucoup d'entre vous étaient déjà là. Et il était déjà là. Il était déjà là, mais avec une casquette du CIVOM à l'époque. Puis après ça, il est passé au SCOT. Puis après ça, il est passé au PNR. Il m'a dit que j'avais dit une bêtise ce matin. C'est pas avec sa mairie qu'il a mis des éoliennes dans le PNR. Mais il nous dira qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors, vos constats d'élu national, au moins quand vous étiez maire de Vildaigne, dans l'Aude, à peu près à une vingtaine de kilomètres de Narbonne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelle est votre vision? Comment vous réagissez par rapport à ce que vous avez entendu ce matin? Et pour vous, qu'est-ce qui coince sur le sujet de l'éolien? Bonjour. Merci de votre invitation. Alors effectivement, j'étais là depuis ce matin. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et j'ai appris énormément de choses, y compris qu'on pouvait donner des prénoms aux éoliennes, donc Arlette. Je pense que c'est une plutôt bonne idée. Beaucoup de choses à dire. D'abord, j'ai bien entendu le message, ça fait plusieurs fois qu'il le répète, du ministre Lecornu, qui nous dit qu'il aime les éoliennes. Et qu'il faut que nous aimions les éoliennes. Et ça tombe bien, puisque je suis dans cette dynamique-là. Et donc, là-dessus, je n'ai absolument aucun souci. Et c'est dans cet état d'esprit que, à la fois de maire d'une petite commune de 500 habitants, vice-président de la communauté d'agglomération aussi de Narbonne, et maintenant député, j'espère pouvoir amener ma petite pierre à l'édifice. Et donc, c'était intéressant de participer à vos travaux. Sans tomber dans la caricature, puisque vous l'avez compris, je suis aussi issu de la fonction publique, sans tomber dans la caricature, et puis je pense qu'on aura des discussions et des échanges après. Douche froide ce matin, immédiatement après l'intervention du ministre, où j'entends la personne qui intervient juste après, qui est responsable de l'énergie en France, qui nous dit qu'en fait les réformes elles ont déjà été faites et que maintenant il va falloir de la stabilité. Bon, perso, ça ne me fait pas plaisir. Voilà. Ça ne me fait pas plaisir, puisqu'on sait qu'on a quand même un certain nombre de problèmes par rapport à ça. On a quand même un certain nombre d'interrogations. Mais je le lui dirai quand je la verrai. Hein. C'est public, je m'en fous. Et donc, ça interroge. Ça interroge, et quand on est législateur, on se pose un certain nombre de questions, et notamment, puisque j'ai été élu le 18 juin pour la première fois, en gros, à quoi je sers, quoi. Voilà. Le ministre que je défends, il dit on va y aller, et on nous dit on va voir parce qu'un peu de stabilité. Donc ça interroge. Et du coup, ça me donne envie de bouger, de faire bouger, de me battre encore plus. D'autant plus que, je ne vais pas faire trop long, mais tout à l'heure, deux maires sont intervenus et les deux ont expliqué qu'il fallait être un peu militant pour porter des projets d'éoliennes. Moi, je rajouterais, il faut avoir une
une âme un peu de missionnaire. Parce qu'il faut à la fois revenir tous les jours, porter une bonne parole, mettre aussi souvent son mandat sur la table, se battre, défendre auprès de sa population. Et donc, moi je pense que si on veut faire avancer les choses dans notre pays sur cette question-là de l'éolienne terrestre, on a un certain nombre de choses à faire changer, on a des procédures à faire évoluer, on a un état d'esprit, des états d'esprit à faire changer. Et je pense qu'au regard de ce que j'ai entendu ce matin et de ce que je peux entendre de mes collègues de la commission, je pense qu'il y a des choses qui peuvent avancer. Alors, vos propositions concrètes pour avancer, peut-être, vous avez des idées en tête concernant les procédures, ou concernant les outils, concernant les dispositifs de soutien à la filière? Alors, d'abord, moi, ce que j'ai vécu sur le territoire du Narbonnais, ça a été un comportement qui a été un petit peu un comportement... on nous a pris comme si on était un pays du tiers-monde. Et c'est à la fois une image que je vous donne, mais on a eu des porteurs de projets qui sont venus implanter des éoliennes, qui, au début, je parle, parce que je sais qu'il y en a dans la salle avec qui j'ai de très bonnes relations, mais sont venus nous dire, voilà, on va donner un petit peu de fiscalité, donc 40 000, 50 000 euros, donc c'est beaucoup pour une commune, ça a été dit tout à l'heure, pour des petites communes, c'est beaucoup, pour toutes les communes. Mais derrière, la vraie richesse, la vraie valeur ajoutée, c'est fait en dehors de nos territoires. C'est fait en dehors du territoire de la Narbonnaise, tout comme ça c'est fait dans beaucoup d'autres territoires en dehors. Et donc, moi, une des valeurs que je porte et des projets que je souhaite porter, et qui a fait écho ce matin, mais sur certaines choses je voudrais revenir, nous devons effectivement avoir une logique territoriale. Mais je voudrais dire 3 choses par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. La première, sortons, enfin en tout cas c'est ce que je porte, sortons du zoning. Voilà. On en crève du zoning. Là on fait des éoliennes, là on n'en fait pas. Voilà. Toute la logique de l'administration et des lois, parce que ce n'est pas forcément l'administration, des lois qui sont sorties, ont toujours été sur une logique de zoning. Voilà. Or le monde n'est pas binaire. Voilà. Donc on ne peut pas dire là tu fais des éoliennes, là tu n'en fais pas. D'ailleurs on le voit, ces zones ont toujours eu du mal à sortir. Donc je défends l'idée, et on est plusieurs à le défendre, qu'il faut sortir de cette logique de zoning, donc des ZDE, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, et avoir une approche beaucoup plus globale et beaucoup plus intégrée. Voilà. Je sais que je ne suis pas le seul à porter ça, et peut-être d'autres en parleront tout à l'heure mieux que moi, mais allons dans une logique d'un projet de territoire, qui est un projet de territoire où on aborde toutes les questions de l'éolienne terrestre, mais aussi par rapport à ce qui a été dit ce matin, de l'économie d'énergie, et donc que chaque territoire définisse quelle est sa stratégie énergétique. Et dans sa stratégie énergétique, quels sont les efforts qu'il va faire pour implanter de l'éolienne, du solaire et autres. Et donc, qui va avoir une vraie logique globale énergétique, et non pas un zoning, t'en mets pas. Bon. La deuxième chose sur laquelle je pense il faut que l'on évolue, cette question de territoire. Alors ça occupe des colloques entiers. Bon, ça fait des années que je fais des séminaires sur la question des territoires. Alors, des territoires, il est pertinent, il n'est pas pertinent, enfin bon, voilà. Moi, je pense qu'il faut que l'on avance sur une logique qui est, à partir de quand on a un territoire qui a véritablement envie de développer une stratégie énergétique et va pouvoir dire des choses qui sont pertinentes. Voilà. 2 communes de 500 habitants, je n'en suis pas sûr. Voilà. Une région, je ne suis pas sûr que ce soit non plus l'échelle pertinente. Voilà. Et donc, ne perdons pas du temps sur ces territoires et cette dimension de territoire qui nous occupe trop de temps, et soyons plutôt sur une approche qui est, nous avons un certain nombre de communes qui sont intéressées pour travailler ensemble, ou de communautés d'agglomération, ou de communautés de communes, peu importe. Faisons un travail collectif. Et après, la troisième chose qui me paraît importante sur cette logique-là, c'est la question de la répartition financière, qui aujourd'hui, la répartition financière est trop faite par commune. Même s'il y a une approche un petit peu intercommunale, c'est trop fait par commune. Et nous, dans l'Aude, mais c'est le cas dans d'autres communes, dans l'Aude, enfin dans d'autres territoires, vous avez des communes aujourd'hui qui sont très, très riches, liées à l'éolien, et la commune voisine crève financièrement. Et donc ça ne peut pas durer. Et il faut que nous ayons collectivement une réflexion sur comment on va faire une répartition de cette richesse. Donc 3 propositions, sortir du zoning, la stratégie des territoires, la répartition financière, enfin les retombées de la fiscalité. Vous ne nous parlez pas des procédures, de l'instruction des dossiers par les services déconcentrés? Vous me cherchez.
que nous vivons, là, moi j'ai fait plein de séminaires, ça a été dit, hein, c'est souvent pas la vraie vie. C'est-à-dire que là, j'ai croisé, je suis sûr qu'il y a beaucoup de chargés de projet, je ne sais pas comment ça s'appelle, des chefs de projet. Voilà. Alors, on va vous dire que les procédures vont être allégées, les si, les mi, voilà. Demain, dans vos territoires, vous allez vivre le contraire. Voilà. Ce n'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que vous allez vivre le contraire. Vous allez vivre un maire qui va être absolument contre les éoliennes, alors que le représentant de l'AMF ici vous a dit qu'il fallait être pour les éoliennes. Vous allez rencontrer un député qui va vous dire qu'il est contre, alors que le député que je suis vous a dit qu'il était pour, et que le ministre a dit qu'il était pour, je parle de la même majorité, qu'il était pour. Vous avez des grands chefs de l'administration qui vont vous parler pour vous dire qu'il faut favoriser les procédures, et vous allez rencontrer un petit chef de l'administration qui va vous dire le contraire. Voilà. Donc on est là, et dès qu'on retourne dans nos différents territoires, on se dit mais quel est le problème? Voilà. Et donc j'ai interpellé 2 ministres là, récemment, et moi ce que j'ai envie de dire, c'est arrêtons d'être saucissonnés, parce qu'on se fait saucissonner sur les territoires. C'est-à-dire que là, lundi, quand vous allez repartir sur vos territoires, ou demain, il ne faut pas que vous restiez seuls les uns et les autres. Les chefs de projet, les élus, les responsables de l'administration, il faut que l'on arrive à faire remonter et que l'on arrive à discuter globalement. On ne peut pas rester sur des interprétations qui sont des interprétations trop isolées. Et donc, moi, peu importe les canaux, ne m'interpellez pas moi systématiquement, je ne pourrais pas faire à tout suivre, mais vous avez un certain nombre d'organisations, il y a aussi au niveau de l'administration centrale des gens très compétents, et donc il faut faire remonter l'information en disant là on a besoin d'un arbitrage, allez voir votre député, allez voir je ne sais trop qui, mais faites remonter. Moi j'ai eu 2 problèmes sur les projets que j'ai portés, sur des chauves-souris, c'est des problèmes qui n'existaient pas. Les chauves-souris n'existaient pas, ça a été dit tout à l'heure. J'étais directeur d'un parc naturel régional, donc on avait une connaissance très fine. Hein, voilà, et j'avais un inspecteur en face, peu importe de quel organisme, qui me disait « Vous êtes en train de poser problème avec les chauves-souris ». Jamais à cet endroit-là nous n'avions vu de chauves-souris. Voilà. Il a fallu que je monte sur la table du préfet pour lui dire « Il n'y a jamais eu de chauves-souris. Voilà. Et si vous voulez, on va y passer une année entière. C'est pas possible. Voilà. » Et donc, il faut à un moment donné que l'on soit capable de faire remonter. Sinon, on se retrouve dans des luttes de pouvoir qui sont des luttes de pouvoir avec, moi ils me l'ont dit, le porteur de projet m'a dit « Mais monsieur le maire, on va gagner là, on va perdre sur tous les autres projets qu'on a en région. » Mais c'est pas possible, on n'est pas dans une dictature ici, donc dans ce pays. Donc il faut faire remonter les uns et les autres, et avant de faire évoluer un certain nombre de choses, notamment on peut parler des recours abusifs, il faut que vous fassiez remonter l'information. Je suis sûr qu'il y a des projets qui vont se déclencher très rapidement grâce à des arbitrages qui pourront venir autre part que dans des logiques départementales. Une dernière petite question. Que pense la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale du financement participatif? On précise d'ailleurs que Barbara Pompili n'est pas avec nous parce qu'elle est à Bonn, là, en ce moment, la présidente. Donc, que pense la Commission du financement participatif? Et puis, vous avez le droit aussi de donner votre avis personnel sur ce sujet. Alors, nous sommes dans une vraie logique, hein, du financement participatif, c'est-à-dire une vraie dynamique, et on souhaite non seulement le développer, mais aussi l'étendre à d'autres projets. Donc on va regarder comment faciliter tout cela. Ça rentre dans une logique qui est une logique plus globale que l'on porte sur la capacité que les acteurs vont avoir à s'organiser sans forcément passer par tout un tas de procédures et d'organismes qui sont aujourd'hui incontournables. Voilà, donc c'est ce fameux libéré, protégé qui peut interpeller certaines personnes, mais on est véritablement dans cette logique-là. Donc on a besoin de le faire, parce qu'aujourd'hui on a par exemple des problèmes pour financer. Les banques ne veulent pas financer les petits projets de rénovation énergétique. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui est aidé à 80%, des fois il manque 2 000 euros, et ces 2 000 euros, les personnes ne les ont pas. Elles n'ont pas les moyens de le faire financer. Et donc, plus on sera capable de faire des financements participatifs, mieux on s'en sortira. Alain Péréa. Alain Péréa, lui, il pense, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, hein, mais je pense qu'en termes d'appropriation d'un projet éolien, voilà, le financement participatif n'est pas forcément un outil qui est un outil performant pour l'appropriation. Voilà. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'opposant, celui qui va vous faire les recours abusifs, vous pouvez faire ce que vous voulez, il fera venir la presse, hein, il va faire tout ce que vous voulez, il fera des recours, vous pouvez faire tous les modes de financement participatif que vous voulez. Donc,
Ce n'est pas ce qui va faire changer le regard des opposants sur les projets. La deuxième chose, ça a été bien dit par les maires qui sont passés avant moi, et je sais qu'il y a un sociologue, il expliquerait peut-être bien mieux que moi, les Français, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas dire s'ils ont de l'argent ou s'ils n'en ont pas, et ce qu'ils font de leur argent, c'est secret. Ce qui veut dire que vous n'avez personne qui va faire une manifestation en disant « Nous, on a participé, on a mis de l'argent et donc on défend les éoliennes ». Ça ne se fait pas en France. Voilà. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Mais ça ne se fait pas. Et quand bien même il y aurait un farfelu qui monterait sur la scène en disant « C'est très bien les éoliennes, il faut défendre les éoliennes », il suffit qu'il y en ait un dans la salle qui dise « Oui, mais toi, tu te fais financer parce que tu as mis de l'argent dedans ». Son discours dans la salle, immédiatement, je me vois dans la salle des fêtes de Villedaigne ou de je ne sais quel autre village, immédiatement, le gars, je veux dire, il peut aller se rhabiller. Quoi. Son discours ne pèse plus rien. Voilà. Donc, c'est intéressant en termes de philosophie, ça n'engage que moi, voilà. En termes de philosophie, en termes de véritablement aider les gens à sortir de ces logiques-là et rentrer dans des logiques participatives et de financement participatif, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça aide à l'appropriation d'un projet sur un territoire. Merci Alain Péréa pour cette vision contradictoire. Tous ceux qui ont applaudi vont avoir une question à vous poser tout à l'heure. Vous parliez à l'instant de gens très compétents de l'administration centrale. Si on les faisait venir avec vous sur scène, je vous propose d'être rejoints par 2 directions générales du ministère de la Transition écologique et solidaire. Pastel Soleil, qui est sous-directrice de la qualité du cadre de vie à la DGALN, la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, au ministère de la Transition écologique et solidaire. Et Philippe Baudenez, qui est ingénieur en chef des mines, sous-directeur des risques accidentels à la DGPR, Direction générale de la prévention des risques. D'accord. Alors Jean-Louis me rappelle que vous étiez à la fameuse journée de l'AMF où ça a beaucoup discuté. Donc vous allez pouvoir également faire passer quelques messages par rapport à ça. Alors, Pastel Soleil, vous êtes en charge du paysage et de la planification au ministère. Donc première question, quel est le rôle de l'État sur ces 2 sujets, et surtout sur le sujet paysage d'ailleurs? Très bien, l'État effectivement a différents types de leviers d'action. Déjà, il y a le cadre réglementaire et fiscal. Alors évidemment, sur le cadre réglementaire, il n'agit pas tout seul. Il y a le législateur, comme monsieur le député vient de le rappeler à l'instant. Et à travers les règles qui sont fixées, il y a déjà, c'est l'expression d'une politique publique, tout simplement. Je donnerai un exemple très concret sur la planification. Le cadre réglementaire fait qu'un territoire ne peut pas s'opposer par principe à la présence d'éoliennes sur son territoire. On ne peut pas écrire dans un document d'urbanisme que sur le territoire de la collectivité, les éoliennes sont interdites. Donc ça, c'est déjà une première forme d'action de l'État. Il fournit aussi des outils aux collectivités parce que les éoliennes, ce sont des outils de la mise en œuvre d'une politique énergétique, mais elles ont un impact bien évidemment sur l'aménagement du territoire. Et donc on est sur des compétences qui sont décentralisées, ce sont les collectivités qui mettent en œuvre. Et un des rôles de l'État, c'est de fournir ces outils. Alors j'y viendrai ensuite pour les détailler, que ce soit sur le paysage ou la planification. Il anime aussi des réseaux, parce que les outils, malheureusement, sont souvent méconnus. C'est assez frappant pour le fonctionnaire que je suis de voir que très souvent, on nous fait des propositions d'évolution de la réglementation, de réforme, pour proposer des choses qui sont tout à fait pertinentes, mais en fait qui existent souvent déjà dans la réglementation. Donc c'est un vrai enjeu, ces animations de réseau, à la fois pour faire connaître les outils existants, mais aussi pour permettre des échanges d'expériences. On est sur des politiques environnementales dans lesquelles l'exemplarité joue un rôle extrêmement important pour faciliter la diffusion. Et puis enfin, il est aussi facilitateur de projets par différentes manières. Je ne pense même pas là au financement d'actions, je pense plus même tout simplement par la présence, en fait, pour dénouer sur le terrain quand il y a des difficultés, faciliter le dialogue, en fait, tout simplement le dialogue entre les acteurs. Et je donnerai juste un exemple parce qu'on est vraiment dans l'actualité. La région Nouvelle-Aquitaine, la DREAL, a porté avec une association d'éducation à l'environnement en tout début de cette semaine un médiathon pour faciliter le dialogue environnemental autour des projets d'éoliennes. C'est après
une discussion pour identifier ce que l'État pouvait faire localement en région pour faciliter la levée des freins, la levée de l'inertie, des difficultés à voir des projets éoliens s'implanter. Et les questions liées aux participations du public sont ressorties extrêmement fortement. Et donc l'Adréal, avec cette association, ont mis en place cette action qui consiste finalement à créer plein de petits projets, plein de petites idées pour faciliter la participation du public. Donc voilà différentes formes d'intervention qui sont extrêmement diverses, qui je pense sont assez complémentaires pour illustrer le rôle que l'État peut jouer. Alors venons-en aux instruments de planification peut-être. On a déjà évoqué ce matin les PLU, plans locaux d'urbanisme, les SCOT, schémas de cohérence territoriale. Vous arrivez avec les OAT, c'est ça? Les OAP, pardon, OAP, orientation d'aménagement et de programmation. À quoi servent ces outils? Tout à fait. Donc, les documents d'urbanisme, c'est le lieu de l'expression d'un projet politique, d'un projet d'aménagement d'un territoire et qui a pour objectif de concilier finalement différentes politiques sectorielles parce que toutes les politiques, que ce soit de l'habitat, de la biodiversité, du paysage, de la transition énergétique, elles ont toute une légitimité, mais bien évidemment, à un moment donné, il faut pouvoir les mettre en cohérence sur un même territoire. Elles peuvent avoir des conflits d'intérêts entre elles, il faut organiser des arbitrages, ça c'est le rôle des élus, et le document d'urbanisme est le lieu pour le faire. Alors il y a différents types de documents d'urbanisme, selon les niveaux auxquels on se situe. On a les SRADET, qui sont en réalité pas vraiment un document d'urbanisme, plutôt un document de stratégie d'aménagement au niveau régional et qui sont tout récents. En fait, les premiers SRADET sont en cours d'élaboration, on les verra en 2019, mais qui permettent déjà de traiter la question de l'éolien et d'afficher des ambitions énergétiques au niveau régional. Il y a les SCOT qui sont dans une échelle intercommunale, mais on est au-delà des EPCI en fait, au niveau des SCOT, qui eux aussi servent à organiser une réflexion sur des politiques telles que les énergies renouvelables. Et enfin, les PLU qui sont de plus en plus aujourd'hui au niveau intercommunal, donc des PLUI, des plans locaux d'urbanisme, et qui ont un rapport de compatibilité avec le SCOT, et qui là sont des outils vraiment opérationnels. Très clairement, c'est les documents d'urbanisme qui servent à gérer les permis de construire. Donc voilà les différents outils qui existent. Et tous, alors les SCOT et les PLU en tout cas, sont structurés un peu de la même façon. Ils ont un projet d'aménagement durable. Donc là, c'est là qu'on explique en gros le projet politique qu'on peut donner, avoir des ambitions en termes d'énergie renouvelable. Ensuite, il y a un rapport de présentation dans lequel il y a un diagnostic et on va pouvoir retrouver à cet endroit-là les différentes études qui permettent d'identifier où sont les secteurs privilégiés pour du développement éolien. Et après, effectivement, vous l'avez dit, il y a les OAP dont j'ai bien l'intention de parler, les orientations d'aménagement et de programmation, qui sont un outil qui existe depuis longtemps, mais qui a été réaffirmé récemment suite à la réforme du règlement du PLU pour faciliter ce qu'on appelle l'urbanisme de projet. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai on peut vous passer une petite image pour montrer à quoi ça ressemble, ces OAP. Ça me paraît vraiment intéressant de vous en parler. Alors non, c'est après, en fait. Parce que j'avais prévu de commencer par le paysage, mais elle est après, encore après. On continue encore après. Là, voilà. Donc ça, c'est l'exemple de l'OAP du Val-de-Noix, qui est en Picardie. Et vous voyez, en fait, ça prend la forme d'une image, finalement, mais qui permet qui est un vrai schéma d'aménagement, tout simplement, et qui permet d'identifier quels sont les lieux privilégiés d'implantation des éoliennes après une étude du territoire et de ses caractéristiques, où il y a des cônes qui sont en orange, des cônes sur lesquels il est identifié une sensibilité particulière et qui n'est pas propice au développement éolien. Les secteurs en jaune clair, c'est des secteurs sur lesquels qui sont en connexion en fait avec ces cônes, donc sur lequel la collectivité décide de ne pas programmer de l'éolien. Et par contre, les secteurs qui ne le sont pas, du coup, sont identifiés comme des secteurs vraiment propices au développement éolien, où la collectivité fait le choix de dire ici, il y aura du développement éolien, et même les projets pourront se situer à tel et tel endroit. Donc ils sont matérialisés,
et on va même jusqu'à définir des alignements. Et ça, c'est un point qui me semble extrêmement important parce qu'on voit du coup qu'on n'est plus dans on fait de l'éolien, là on ne fait pas de l'habitat. Pour faire simple, on n'est pas que là-dedans, on est aussi sur une logique d'aménagement structuré avec une intégration paysagère, une vraie réflexion. Donc on est complètement dans le projet. Donc ça, c'est la force des OAP. C'est un outil qui, je pense, est encore assez méconnu dans cette utilisation-là. C'est vraiment important de le promouvoir parce que, autant je disais en introduction, une collectivité ne peut pas s'opposer par principe à du développement éolien. En revanche, elle a la main, dans le cadre de sa planification, pour organiser le comment elle permet le développement éolien chez elle. C'est-à-dire qu'elle est vraiment en capacité d'exprimer un vrai point de vue d'aménagement en définissant les conditions dans lesquelles les projets peuvent venir s'implanter, ce qui facilite aussi le dialogue avec les porteurs de projets. Ça organise une véritable lisibilité pour les porteurs de projets. Ce genre de carte est transmis par vos services aux développeurs de projets, une fois que la démarche a été... Alors, en fait, les documents d'urbanisme sont des documents publics auxquels les porteurs de projets ont accès. La superposition des contraintes telles que vous la présentez ici. Les cartes sont dans les documents d'urbanisme qui sont des documents publics, donc totalement accessibles. Et l'État met à disposition une plateforme qui s'appelle le géoportail de l'urbanisme, dans lesquels les documents d'urbanisme sont versés et depuis lesquels, en fait, on peut accéder aux documents d'urbanisme depuis Internet. Donc c'est une plateforme qui est en cours de remplissage, en fait, aujourd'hui. Et donc qui sera complète à horizon 2020. Elle n'est pas complète aujourd'hui, mais ça se verse au fur et à mesure. Ceci étant, la plupart des documents d'urbanisme des collectivités sont déjà disponibles sur leur site internet. Ils le sont en format PDF. La vocation du géoportail, c'est de faciliter des travaux avec des systèmes d'information géographique. Sur votre carte, là, il n'y a bien entendu pas les contraintes de l'armée. Pardon ? Il n'y a pas les contraintes de l'armée, c'est que paysage de l'armée. Alors, sur celle-là, non, il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait les contraintes de l'armée, mais vous pouvez les avoir sur certains documents d'urbanisme. D'accord. Dans les actions qu'on fait d'accompagnement de ces documents d'urbanisme, c'est vraiment un outil, est défini par la réglementation, les contours de l'outil, mais après, les collectivités, elles ont une utilisation souple, évidemment, dans le cadre réglementaire, souple de cet outil, parce que elles peuvent l'utiliser en fonction de leur projet pour mettre en avant telle ou telle politique. Il faut avoir en tête qu'elles ont quand même beaucoup de politiques sectorielles à gérer, donc elles ont besoin d'organiser des choix. Et donc, dans l'action d'accompagnement que peut faire le ministère, eh bien, en fait, on produit des guides à l'intention de ces collectivités. Alors, à titre d'exemple, j'ai deux exemples très concrets. Le club PLUI, qui regroupe toutes les porteurs de documents d'urbanisme qui se font à l'échelle intercommunale, a fait des productions sur planification et éolien qui sont disponibles sur Internet, parce que le club a un site Internet dans lequel toute collectivité peut venir rechercher du retour d'expérience, du conseil sur la base de gens qui ont vraiment travaillé la question du développement éolien dans leur planification. Donc celui-là, il est déjà disponible, et celui qui sera disponible d'ici la fin de l'année, on fait un petit guide très court, vraiment avec un focus particulier notamment sur ces OAP, pour expliquer planification et éolien, l'état de l'art et quelques conseils. Voilà pour la partie planification. Alors, vous nous avez mis également 2 exemples sous vos commentaires, là on va les regarder. Non, non, ça j'y viendrai après si vous voulez bien. Je vais peut-être vous parler de paysage avant, et c'est avant. Encore avant. Encore avant ? Oui, vous remontez au début. Je vais recommencer par le début. Voilà. Donc, dans les différents outils qui existent, il y a aussi le paysage. Vous l'avez dit, dans mes missions, j'ai vraiment 2 casquettes. J'ai planification et paysage, donc je vais vous parler des 2. Et donc, sur la question du paysage, il y a 2 façons d'aborder éolien et paysage. La première, celle qui nous vient le plus naturellement en tête à tous, c'est la question de l'intégration paysagère. Comment je prends en compte le paysage lorsque je porte un projet d'éolienne, j'accueille un projet d'éolienne pour une collectivité. Donc ça, là, le ministère a développé des outils là-dessus pour permettre de l'objectivation. C'est vraiment important, le paysage... la définition du paysage, finalement, revient à la perception par les habitants de leur environnement. Donc c'est une approche qui est complètement sensible, c'est subjectif et c'est totalement assumé.
Donc ça veut dire très concrètement que lorsqu'on travaille sur des dossiers d'autorisation, on a besoin aussi de remettre de l'objectivité pour pouvoir faire des lignes de partage sur ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Et donc là, le ministère a développé des outils très concrets que ce soit pour les porteurs de projets, les instructeurs, les collectivités, les associations, les différentes parties prenantes, pour faciliter cette objectivation-là. Donc on a un guide qui est sorti, alors en fait c'est un guide de la DGPR, donc c'est mon collègue, je suis désolée, je viens manger dans ton... Voilà, mais je suis toute pardonnée, merci. Donc on a travaillé ensemble sur un guide sur les études d'impact, et qui existait déjà avant, mais on a développé dans la dernière version qui est sortie cette année, très fortement l'aspect paysage, justement bien conscient que c'était un vrai enjeu pour les porteurs de projets éoliens. C'était une collaboration entre nos deux directions. Un autre exemple très concret, c'est les sites d'exception. Je pense notamment au patrimoine mondial, qui nécessite là aussi de développer des méthodes vraiment pointues pour savoir quand est-ce qu'on touche ou non à la déclaration de la valeur universelle exceptionnelle du bien. Alors c'est du charabia bien évidemment, mais la valeur universelle exceptionnelle, en gros, c'est ce que valide l'UNESCO lorsque les biens sont inscrits sur les listes du patrimoine mondial. Ce sont des vraies déclarations qui ont une valeur quasi juridique. Elles sont vraiment travaillées à la virgule près, et donc il faut pouvoir avoir une approche quasiment scientifique pour pouvoir étudier si le projet ou pas nuit ou non à la valeur universelle exceptionnelle du bien. Donc on a eu des travaux qui ont été très fructueux et qui maintenant sont tout à fait diffusables sur d'autres sites. Sur l'aire d'influence paysagère de Vézelay, en lien avec des projets d'éoliennes, on a pu définir où on peut mettre des éoliennes, où on ne peut pas les mettre de façon très concrète. Donc là, c'était la partie comment je prends en compte le paysage. Et puis il y a une autre partie que je trouve extrêmement intéressante, surtout devant le public qui est réuni ici, c'est le paysage en tant que moteur de projet. Parce que finalement, le paysage, ça n'est rien d'autre que l'environnement dont on dispose pour agir aussi. Et donc c'est un renversement de la situation, c'est comment à partir du paysage, je crée du projet, et notamment du projet pour la transition énergétique. Et donc là, dans les outils dont on dispose, et alors là on va pouvoir commencer à aller sur cette diapo-là, non la première, j'en ai toujours pas parlé de la première diapo, si on peut aller sur la première s'il vous plaît. C'est le plan de paysage, voilà, les démarches paysagères. Il faut qu'on accélère un tout petit peu, sauf le respect que je vous dois. Parce que... Bon, bah, je vais accélérer. Regardez le chrono. Vous ne le voyez pas, le chrono de là où vous êtes. Il est où le chrono? Ah ben c'est parce que je ne le vois pas. Ouh là là. Donc j'ai vraiment accéléré. Donc dans les démarches paysagères, on croise les ressources du territoire avec les acteurs qui veulent faire des choses, qui veulent bouger, de sorte à répondre à des problématiques. Donc là, l'exemple très concret, oh là là, effectivement, ce chrono est de plus en plus gros, c'est terrible. Il va biper dans une minute. Pour définir très clairement des plans d'action extrêmement concrets. Et l'exemple que vous avez là, c'est celui des Monts Lyonnais, dont j'ai parlé, j'avoue, au colloque AMF, j'aurais peut-être dû changer d'exemple, mais que j'aime beaucoup parce que c'est un territoire qui partait de quasiment rien en énergie renouvelable et qui, à travers son plan de paysage, a programmé pas moins que de 30% d'énergie renouvelable à horizon 2030, donc qui rentre complètement dans les objectifs qui sont fixés au niveau national en partant à la base de rien. Dans cette diapo, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas d'éoliennes. C'est exprès, c'est parce que cet exemple, je pense que vous avez parlé beaucoup de territoires très moteurs en matière d'éoliennes. Ce territoire-là n'était pas parti pour accepter des éoliennes sur son territoire. Il avait plutôt une position un peu anti-éolienne. Mais en faisant cette démarche, finalement, il est revenu sur sa position et il a accepté l'implantation d'éoliennes. C'est un territoire très agricole, donc ils sont plutôt partis sur la biomasse. Et leurs 30%, ils vont le faire beaucoup avec de la biomasse. Mais ils ont identifié, diapo suivante, qu'ils avaient un fort potentiel éolien, donc c'est la partie assurée. Ils ont croisé ça avec les unités paysagères telles qu'on peut les trouver dans l'atlas de paysage. Et ils ont croisé effectivement, comme vous l'avez dit, monsieur le député, avec d'autres critères, des critères d'acteurs, des critères économiques, des critères sociologiques, ce n'est pas que des projets d'ingénieurs d'une certaine façon, pour se dire finalement, oui, si, dans le cadre de notre plan de paysage, on va accepter de l'éolien et on va l'accepter comme ceci et comme cela. Et troisième diapo, la force d'un plan de paysage qui me paraît extrêmement important, c'est la participation du public. Parce que le paysage, c'est l'intérêt de l'approche sensible dont je parlais, c'est quelque chose qui est très facilement appréhendable par les gens. On peut discuter, on peut se mettre autour de la table. C'est pas des choses trop
trop techniques, c'est vraiment des choses qui sont facilement appropriables. Et donc, on arrive à attirer dans les plans de paysage des gens qui ne viendraient pas sinon, et travailler avec eux de façon assez représentative de la population. Je suis en train de vous dire très concrètement qu'on fait un plan de paysage très en amont. On n'a pas du tout la même population que les populations qui vont venir en enquête publique, de façon très concrète. Donc par rapport à toutes les discussions que vous avez eues ce matin, je pense que ce sont des exemples très concrets d'outils opérationnels qui ont fait leurs preuves. Sur tous les plans de paysage qu'on a au ministère, 30% concernent la transition énergétique. Je pense que c'est un signal. Et les 2 dernières diapos, alors, qu'est-ce que vous vouliez dire sur ces diapos? Voilà, alors, attention, il y a le chef de projet de Salcurant dans l'Aveyron qui est dans la salle. Alors, les 2 dernières diapos, c'était un petit message que je voulais adresser finalement, parce que je pense qu'il y a pas mal de professionnels dans la salle, c'était un petit message que je voulais adresser aux professionnels. C'est la question de l'acceptabilité par la population, au fond. Les éoliennes, on peut toujours travailler sur les outils, on peut tout améliorer, on peut faire des guides, on peut faire de la réglementation, on peut faire de la fiscalité, on peut tout faire. Toujours est-il qu'on a face à nous un vrai enjeu sur comment la population accepte la transition énergétique, comment elle accepte des objets qui sont, on ne peut pas les louper dans le paysage, ça se voit des éoliennes. C'est impactant, c'est structurant, et dans la façon dont on va les positionner, ça ne va pas du tout avoir le même impact. Donc là, forcément, avec ma casquette paysage, je vous montre 2 photos très différentes. On voit bien qu'on n'a pas du tout eu la même réflexion d'implantation dans ces deux cas. Dans le cas qui est en bas, le paysage chélit. Moi, je suis pas dans la logique de dire c'est beau, c'est pas beau. C'est pas ça, hein, le paysage. Pas une question beau, pas beau. La question, c'est est-ce qu'on lit le paysage? Est-ce qu'il est lisible? C'est vraiment le cas dans la diapo qui est à droite. Dans la diapo qui est tout en haut à gauche, le paysage se lit beaucoup moins. Je ne jette pas la pierre ni à la collectivité ni aux porteurs de projets qui ont travaillé, d'autant plus qu'on est, on est sur des politiques qui finalement sont assez récentes, les doctrines évoluent, etc. Je pense qu'il y a quelque chose, et je fais le lien avec l'intervention de monsieur le député qui est importante. Je ne connais pas le projet, je ne connais pas l'historique du projet qui est en haut à gauche. Il n'est pas impossible qu'on puisse avoir différents porteurs de projets. Là, ce que je veux dire là, c'est que la coordination de porteurs de projets différentes sur un même territoire, elle est extrêmement importante. Parce qu'un même porteur de projet peut porter à son échelle un projet qui fait sens, mais quand on somme les différents projets, ça peut ne plus faire sens et nuire à la lisibilité du projet. Vous voulez dire qu'en haut à gauche, pour Salcurant, vous auriez préféré que les 29 machines de 3 MW chacune soient toutes alignées à la romaine? Non, pas forcément. Ce que je veux dire... Pas forcément. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir un travail pour justement avoir un paysage qui peut se lire et qui fasse sens par rapport au relief. C'est une vraie réflexion à mener. Et de ce point de vue-là, les réformes qui ont eu lieu sur l'évaluation environnementale en 2016 avec une ordonnance qui permet aux porteurs de projets de grouper leurs études d'impact facilitent. On ne pouvait pas le faire ça avant. Aujourd'hui, on peut le faire. Alors vous avez présenté la diapo de droite, c'est marrant parce que c'est le parc de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui a été porté par les frères Schmerber, un parc que je connais bien. Et en fait, les éoliennes sont alignées tout simplement parce qu'il y a déjà le canal qui est là. Le canal du Midi, il y a une écluse juste à gauche qu'on ne voit pas sur la photo. Mais bien évidemment, mais ça Donc, permet de lire le paysage. Il avait déjà été modifié ce paysage par le canal lui-même, qui certainement a eu son lot d'opposants. Mais l'homme a une action sur le paysage et il crée le paysage. Et alors la dernière diapo? Là, vous êtes allé un peu fort en montrant. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'était pas ma présentation. C'est pas la dernière présentation que je vous ai envoyée, mais c'est pas grave. Ma dernière diapo, mon objet surtout, c'était. C'est vrai que c'est un peu provoque, mais bon. Non, mais ça se ferait même plus aujourd'hui avec des effets de sillage. Je suis sûr qu'il y a des éoliennes qui sont complètement on n'est pas du tout en France, on déventées. est aux États-Unis. Donc c'était juste pour rappeler que éolienne, on sait tous qu'on va avoir, pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, plus d'éoliennes qu'on en a aujourd'hui. Donc là, évidemment, c'est complètement exacerbé, mais c'est pas chez nous. C'est juste pour rappeler que l'implantation se réfléchit et qu'on n'est pas que face à des projets d'ingénieurs. Il faut croiser différentes disciplines, il faut croiser la sociologie, il faut croiser sans doute aussi la culture. Et là, je fais le lien directement avec la diapo qui est juste à côté, qui est le cheval d'Huffington au Royaume-Uni. Et j'avais envie, dans le message que je voulais adresser aux professionnels, je pense qu'il y a sans doute, il est intéressant pour la filière de se saisir des sujets de culture, de patrimoine. Les éoliennes, elles créent du paysage. La question qu'on peut se poser, c'est comment elles peuvent créer du patrimoine. Je n'ai pas la réponse là aujourd'hui à la question, mais je pense que c'est un vrai sujet à travailler avec des gens qui sont compétents, experts en la matière.
Et pourquoi je vous ai mis le cheval de Finkton, c'est parce qu'elle était faite à l'âge de bronze, et à l'âge de bronze, nos ancêtres avaient beaucoup moins de moyens que nous. Donc c'est plutôt un message extrêmement positif pour dire j'ai confiance dans l'avenir, pour qu'on puisse se saisir de ces sujets-là et créer du patrimoine avec des éoliennes. Merci Pastel Soleil pour ce témoignage de la DGALN. On va regarder maintenant ce qu'en pense la DGPR sur des axes peut-être beaucoup plus techniques et procédures. Donc Philippe Benénès, vous êtes ingénieur en chef des mines, sous-directeur des risques accidentels à cette direction générale du ministère, direction générale de la prévention et des risques. Le secrétaire d'État Sébastien Lecornu nous l'a rappelé dans la vidéo de ce matin. Il a lancé le 20 octobre un groupe de travail national sur l'éolien. Avec l'autre direction générale de l'énergie et du climat, la DGEC, vous partagez la coordination et vous êtes pilote d'un certain nombre de commissions. Alors, qu'est-ce que ces commissions vont permettre de rectifier et est-ce que ces commissions vont permettre de remettre l'éolien sur la trajectoire ? Nous l'espérons, effectivement. Je sens que je vais être moins poétique que Pastel. Je n'ai pas des transparents avec des chevaux datant de l'âge de bronze. Je viens avec des groupes de travail et des commissions techniques qui ont été mises en place par Sébastien Lecornu au début du mois, avec un objectif qui est d'avancer au sein de ces commissions techniques pour pouvoir faire des premières propositions le 27 novembre prochain. Et ensuite, il y aura une réunion du groupe de travail le 14 janvier dans laquelle on pourrait valider un certain nombre d'options. Les différents sujets qui sont portés par ce groupe de travail sont les suivants. Alors, un premier sujet qui est comment on peut simplifier les procédures et comment on peut améliorer le traitement du contentieux. Donc on n'a pas l'intention de rester là où on en était, parce que j'ai entendu la remarque du député tout à l'heure. Voilà. Un autre sujet qui est important, c'est le repowering ou le renouvellement des capacités de production. Un troisième sujet, une troisième commission technique, c'est sur les sujets paysagers et armés. Comment on traite les sujets de l'implantation des radars, comment on gère les vols à basse altitude, comment on gère les sujets paysagers dans le cadre de l'implantation des éoliennes et des dossiers d'autorisation des éoliennes. Un sujet financement participatif et répartition de l'IFER, et ça, monsieur le député en a parlé également tout à l'heure. Et puis une dernière commission technique sur les éoliennes en mer. Alors, sur peut-être le sujet qui est le plus, celui qui donne le plus lieu à débat, c'est le sujet de la simplification des procédures et améliorer le contentieux. Moi, j'ai quelques chiffres à donner. C'est que si on compare les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie pour 2023, qui prévoit une fourchette basse à 22 gigawatts de production d'éoliennes et une fourchette haute à 26 gigawatts, donc entre 22 et 26 gigawatts. Quand on regarde la puissance autorisée aujourd'hui, avec les différentes procédures qui se sont succédées depuis 2011, on est déjà pratiquement à 22 gigawatts. C'est-à-dire que si on regarde la puissance autorisée, à la limite, on a déjà atteint l'objectif de 2023. Sauf que c'est la puissance autorisée, ce n'est pas la puissance raccordée. C'est-à-dire qu'il y a des recours sur cette puissance. Exactement. Aujourd'hui, on a pratiquement une dizaine de gigawatts de puissance qui font l'objet de recours, qui font l'objet de contentieux et sur lesquels les porteurs de projets n'ont pas été en mesure aujourd'hui de les raccorder au réseau. Voilà. D'où l'importance, effectivement, de travailler sur comment on peut limiter cette durée de contentieux et faire en sorte qu'on puisse effectivement raccorder plus tôt les projets quand ils sont mûrs et quand ils sont valables et quand ils sont prêts. Voilà. Alors, différentes propositions ont été mises sur la table par les acteurs, dont évidemment le syndicat des énergies renouvelables, tous les porteurs de projets d'éoliennes, mais aussi d'autres acteurs qui sont prêts aussi à faire des propositions. Dans le domaine du contentieux, donc, il y a des propositions qui sont très inspirées en fait, de ce qui a été fait dans le droit de l'urbanisme, où on a des choses un peu similaires et un peu différentes quand même, puisque dans le droit de l'urbanisme, il y a des recours qui sont carrément mafieux, c'est-à-dire que les gens ils viennent vous voir, vous voulez obtenir un permis de construire, et vous l'avez obtenu, et il fait un recours contre vous, contre monnaie sonnante et trébuchante. Voilà. On n'en est pas encore tout à fait là dans le cas des éoliennes. Pour autant, on comprend que pour un porteur de projet, il n'est pas possible de maintenir contre vents et marées un projet pendant les 6 à 8 ans que peut durer le contentieux. Bon. Donc il y a des propositions comme par exemple réduire d'un niveau le niveau de juridiction qui va se prononcer sur le sujet. Est-ce qu'on gardera le tribunal administratif? Est-ce qu'on passera directement à la cour d'appel? Voilà, ça c'est une des propositions qui est sur la table.
Il y a également des propositions qui sont assez récurrentes, comme le fait de limiter les délais pendant lesquels on peut introduire un nouveau motif à contentieux dans le cadre d'une procédure contentieuse. Il y a la demande de sanctionner les recours abusifs. Il y a le fait de pouvoir mieux examiner l'intérêt à agir. Donc il y a tout un tas de procédures qui sont proposées, qui ont déjà été introduites dans le droit de l'urbanisme. Alors c'est pas tout à fait le même droit, parce que dans le droit de l'urbanisme, c'est de l'excès de pouvoir, alors que l'autorisation environnementale unique qui prévaut aujourd'hui, c'est du plein contentieux. C'est-à-dire qu'on a un juge, en fait, qui, lorsqu'il se prononce, peut être amené à modifier l'autorisation ou à reprendre certains des éléments de la procédure. Voilà. Donc, on ne pourra pas faire en tout cas, on va regarder les choses, mais faire un copier-coller de tout ce qui était fait pour l'urbanisme, ce n'est pas forcément possible ou utile ou intelligent pour la procédure environnementale. Donc on va regarder dans la commission technique chacune des propositions et on sera amené ensuite à faire des propositions pour le ministre qui ensuite tranchera les différents sujets. En matière d'autorisation maintenant, alors ce qui a été dit par Virginie Schwartz, monsieur le député, ce matin, c'est qu'il y a eu déjà beaucoup de modifications apportées dans le processus d'autorisation. Et elles vont plutôt dans le sens d'essayer de limiter le contentieux. Parce qu'avant, quand on avait 4 procédures pour pouvoir autoriser une éolienne et quand on n'en a plus qu'une seule, ça limite le nombre de procédures que l'on peut attaquer. Voilà. Donc ce qu'on doit faire, si on doit encore apporter des modifications à la procédure, c'est surtout bien veiller à ne pas réintroduire des nouveaux motifs de contentieux, sous prétexte qu'on aurait trouvé un nouveau moyen de simplifier la procédure. Donc ça, il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. Là aussi, les professionnels nous ont fait des propositions et on va les regarder. Par exemple, il y a la suppression de l'approbation des projets d'ouvrages électriques, des suppressions de dispositions réglementaires qui datent encore de l'époque des ZDE. Donc là aussi, il est probable qu'on supprimera ces procédures-là. Il y a des propositions également d'encadrer la procédure pour essayer de limiter aussi, par exemple, le nombre de fois où l'administration peut demander un complément au dossier. Voilà. Il y a des choses comme ça. Après, je partage complètement le point de vue du député qui disait tout à l'heure, mais il y a aussi un gros sujet de pilotage des services sur ce dossier-là. C'est-à-dire qu'il faut aussi être capable, à un moment donné, de faire aboutir les procédures et de s'assurer que dans les régions, les DREAL qui vont se prononcer sur les dossiers les instruisent dans les temps et dans les délais. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'éolien, c'est venu en plus des charges de l'inspection des installations classées, avec beaucoup de dossiers dans certaines régions, et énormément de dossiers. Ce qui fait que ça nous a conduit d'ailleurs à un moment donné à laisser de côté certains autres dossiers. Donc il faut que les équipes se réorganisent par rapport à cette priorité de l'éolien. Vous êtes ingénieur en chef des mines, vous vous souvenez sans doute du rapport Guillet-Letter 3, qui est d'ailleurs toujours téléchargeable sur le site du ministère. Ces 2 ingénieurs des mines avaient dit il ne faut pas classer les éoliennes dans la catégorie des ICPE. Bon, c'est une affaire entendue, maintenant ça y est, on a changé, mais ils expliquaient très bien pourquoi, et exactement pour la raison que vous venez d'évoquer à l'instant. Je vous recommande, c'est sur le site du ministère, c'est téléchargeable. Et il y a toutes les raisons qui sont détaillées. Oui, alors, bon, peu importe, la réglementation a évolué. Certains professionnels qui sont dans la salle disent un peu l'inverse aujourd'hui. Ils disent, mais finalement, l'inspection des installations classées, c'est pas mal parce que c'est quand même une administration qui fait, à la fin, qui donne des autorisations ou qui propose des refus au préfet d'ailleurs, sur des projets industriels. Voilà. C'est sévère, mais juste, et clair et lisible, et c'est ça ce qui demande les quelque part, on a peut-être besoin de ça aussi dans le cadre de l'éolien, c'est-à-dire avoir des gens qui ont conscience qu'il y a un projet industriel à la fin à autoriser. Ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est du retour d'expérience sur le sujet. C'est-à-dire que c'était des inspecteurs qui étaient habitués à autoriser des raffineries, des entrepôts, des stockages de déchets. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux enjeux sur les éoliennes. C'est du paysage, c'est la biodiversité. Donc, c'est des enjeux qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. Et donc, le gros boulot qu'on a à faire au sein du ministère de l'Environnement, c'est à travailler avec nos collègues, qui s'occupent des paysages, à travailler avec les collègues du ministère de la Culture, à travailler avec les collègues qui s'occupent de biodiversité, pour apporter de la connaissance à l'inspection des installations classées, de manière à pouvoir proposer des décisions au préfet. Et alors, moi aussi, je suis un peu en... Non, ça va. Alors ensuite, une autre commission importante, une commission technique sur protéger les paysages et la nature, où là, Pastel en a parlé sur l'aspect paysager. Donc on voit une piste de travail qui se dégage, c'est les plans paysagers. Donc on réfléchit à un moyen de
de faire la promotion de cet outil. Ça nous paraît effectivement une bonne piste. Et puis nous discutons avec nos collègues de l'armée, de l'aviation civile, de la météorologie, sur l'impact des radars, sur l'implantation des éoliennes, parce que aujourd'hui, il y a un certain nombre de zones qui sont préemptées par la défense pour certaines activités. Et donc, il faut essayer de voir comment on peut, notamment dans le cadre d'ailleurs du repowering, faire en sorte que les projets puissent se monter en tenant compte des contraintes des uns et des autres. Une autre commission également importante, donc le repowering ou le renouvellement des capacités. Alors là aussi, c'est un sujet important, puisque la profession estime qu'il y a 5 gigawatts de puissance complémentaire qui pourrait être apportée en modifiant les parcs existants. Voilà, les parcs qui ont 10-15 ans aujourd'hui, ils ont été conçus à une certaine époque, ils sont équipés avec certains matériels. On peut aujourd'hui produire plus d'électricité aux mêmes endroits. Alors si on ne change pas la taille des mâts et si on ne change pas l'économie globale des projets, il est possible, par une simple procédure d'arrêté complémentaire, d'autoriser ces modifications. Par contre, évidemment... Comment vous faites pour augmenter de 5 gigawatts sans changer la taille des mâts et sans changer le diamètre des rotors? On peut changer les générateurs, par exemple. Il y a aussi des progrès qui ont été faits au niveau des générateurs. Bon. Ouais. Mais forcément, il y aura aussi des modifications de taille des mâts, forcément des modifications de pales. Et à ce moment-là, il faudra voir si, compte tenu des modifications en question, on les instruit avec une nouvelle procédure ou bien si on se contente d'un arrêté complémentaire. Donc l'enjeu dans ce groupe de travail, c'est de voir quels pourraient être les critères qui pourraient être fixés par exemple dans une circulaire et conduire à dire au préfet, là c'est plutôt un arrêté complémentaire, là par contre il faut réinstruire depuis le début. Voilà. D'autant plus que la technologie évolue pas mal, hein. Donc là vous allez faire du repowering, vous allez avoir des machines qui vont être moins bruyantes. Exactement, il y a un bénéfice en termes de bruit aujourd'hui puisque les éoliennes que l'on construit font moins de bruit, donc ça aussi ça peut être pris en compte dans le cadre de l'instruction par l'inspection. Donc l'une des 10 propositions au ministre là, pour la fin du mois, c'est libérer le repowering. C'est de regarder dans quelles conditions on peut services. Effectivement avoir une procédure simple pour pouvoir autoriser le repowering quand c'est possible. Mais évidemment, si on multiplie par 2 la taille des mâts et qu'on en met 15 de plus, voilà. Donc il y a une limite quand même à la simplification de la chose et tout le monde en est bien conscient. Et là aussi, il y a un enjeu de confiance aussi des populations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté dire on va vous autoriser 12 mâts et ils sont cette taille-là, et puis revenir 15 ans après en disant finalement il y en a 10 de plus et ils sont... Mais c'est plutôt moins de mâts. Vous avez entendu le maire ce matin qui disait on est incapable de dire quelles sont les machines de 150 mètres et celles de 200 mètres. La perception dans le paysage n'est pas une histoire de hauteur. La hauteur, ça joue sur l'aviation civile, l'armée, etc. Et si vous faites du repowering, vous pouvez éventuellement diminuer le nombre de mâts. Vous êtes même quelquefois obligé pour des effets de sillage. C'est ce qu'on nous propose, effectivement. C'est des mâts plus hauts. Alors, dernière proposition ensuite. Et ensuite, alors on a une commission qui est présidée par la DGEC, sur l'IFER et le financement participatif, où il y a des discussions sur, là aussi le député en parlait, la répartition de la taxe au niveau des communes, au sein de l'intercommunalité. Donc il y a un débat sur le sujet. Le fait aussi, et ça avait été souligné par le maire qui était présent à la première réunion du groupe de travail avec Sébastien Lecornu, le fait de pouvoir apporter un soutien juridique et technique aux petits maires, aux maires de petites communes, pardon, de façon à ne pas les laisser tout seuls, soit face aux porteurs de projets, soit face à un début d'opposition qui peut se monter par rapport au projet, et pouvoir les aider dans cette démarche-là. Donc voir comment, éventuellement d'ailleurs avec l'ADEME, on peut mettre en place des outils de soutien aux élus. Et puis une dernière commission qui est la commission sur les éoliennes en mer, mais j'ai compris que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc la prochaine étape, c'est 30 novembre, vous proposez ça à votre réunion plénière. Absolument. Et 14 janvier, c'est rendu public. Et 14 janvier, l'idée c'est de voir si on a un accord sur un certain nombre de propositions au sein du groupe de travail. Merci Philippe Bodenez. Je vous propose de regarder maintenant le point de vue des réseaux. On a 2 réseaux qui vont nous rejoindre. Anne Bringot, qui est coordinatrice transition énergétique pour le réseau Action Climat, et le CLER. Alors vous y trompez pas, le CLER, l'acronyme ne veut plus dire Comité de liaison pour les énergies renouvelables, mais maintenant il veut dire Réseau pour la transition énergétique. Et puis Delphine Porfirio, une autre sorte de réseau, puisqu'il s'agit de RTE, Réseau de transport d'électricité, dont elle est directrice du département Accès au réseau et offre de services. Anne Bringot,
Réaction par rapport à tout ce que vous avez entendu déjà aujourd'hui, si vous étiez là ce matin, et puis peut-être nous parler de cet exemple allemand assez significatif concernant les différences de retombées pour un territoire selon l'option que l'on choisit. Tout à fait. J'ai beaucoup apprécié ce que disait Monsieur Perea sur effectivement peut-être la différence entre la concertation et ce qu'est un projet de territoire. Et justement, je voulais parler de cet exemple. Il y a une étude qui a été faite en Allemagne où on prend pour un même projet éolien avec 7 éoliennes, mais 2 variantes. Dans une variante, ce projet, il est fait uniquement par des acteurs externes au territoire qui implantent les éoliennes et les revenus effectivement partent du territoire. Et dans la deuxième variante, le projet, il est monté par les acteurs de territoire avec un investissement par les collectivités, par les habitants. Il est réalisé par des entreprises, le travail est réalisé par des entreprises locales et il y a même le financement qui est apporté par une banque locale, puisqu'en Allemagne ça existe. Ça ne serait évidemment pas forcément pareil en France. Eh bien la différence entre ces 2 variantes, pour un même projet, c'est 51 millions d'euros au bout de 20 ans. 51 millions d'euros de valeur de plus créée au niveau du territoire. Parce que finalement, dans le premier cas, on a des rentrées fiscales, mais on n'a pas autre chose que des rentrées fiscales. Alors que dans l'autre cas, on a des revenus qui ont été générés pour les investisseurs, les habitants, les collectivités. Et puis on a de l'activité qui a été créée, et donc qui a généré également une fiscalité et finalement un effet multiplicateur. Et donc c'est ça finalement un projet de territoire, c'est un projet où on a réfléchi ensemble à ce qu'on voulait faire. On a investi ensemble, on a créé de l'activité dans le territoire et ensuite on a aussi décidé de ce qu'on allait faire des revenus. Donc les 2 questions à se poser, c'est finalement à qui appartiennent les éoliennes et que va-t-on faire du revenu des éoliennes. Il y a un exemple, par exemple, puisque M. Perea parlait de financement participatif, c'est vrai que si c'est uniquement pour investir, voilà, mettre son argent et essayer d'avoir un revenu sans plus, voilà, c'est pas des gens qui vont effectivement se mobiliser pour défendre forcément beaucoup le projet face à des opposants un peu professionnels et virulents. Par contre, si c'est un projet comme à Béganne en Bretagne, je pense que vous connaissez tous ce projet citoyen qui a été porté par des centaines d'habitants qui ont été obligés de créer des clubs d'investisseurs parce qu'à l'époque c'était compliqué et qui se sont battus, qui ont trouvé l'endroit, qui ont eu du mal aussi avec toutes les démarches et qui seraient initiatives, qui à la fin ont décidé que finalement dans le revenu généré, on va en utiliser une partie pour créer un poste d'une personne à mi-temps qui va accompagner les ménages dans le territoire, dans la rénovation de leur logement. Là, vous comprenez bien que la résistance, elle va baisser parce qu'on comprend la logique, on comprend l'intérêt pour le territoire. Et donc, c'est finalement quelque chose qui est en train aussi de se développer en partie en France. On a déjà, par exemple, en Vendée, une SEM qui s'appelle Vendée Énergie et qui possède 25% des actifs photovoltaïques et éoliens en Vendée. Donc ce sont finalement les collectivités vendéennes qui ont une partie des actifs. Donc c'est des choses qui existent et qui peuvent se développer maintenant grâce à des dispositions de la loi sur la transition énergétique qui permettent aux collectivités d'investir dans des projets de production d'énergie renouvelable sans même passer par une SEM et qui facilitent aussi la prise de capital par les particuliers. Donc ce sont vraiment des choses à développer qui sont très très importantes au-delà de la concertation, pour vraiment qu'il y ait une appropriation de ces projets dans un projet plus global de territoire. Ensuite, et quand une collectivité n'a pas les moyens d'investir, on se tourne vers la SAS Transition énergétique, comme ça a été évoqué ce matin. Alors, quand une collectivité n'a pas les moyens effectivement d'investir, elle peut faire ce qui a été fait, par exemple, avec la SEM en Vendée, c'est-à-dire que c'est au niveau finalement d'un syndicat d'énergie qu'on a créé une SEM pour pouvoir investir ensemble. Donc, c'est un moyen de se regrouper et ensuite de lancer des projets dans les différentes communes. L'autre chose qui se développe de plus en plus, vous avez sans doute entendu parler de ces villes qui disent qu'elles vont s'engager vers le 100% énergie renouvelable. Paris, la ville de Paris dit, voilà, dans notre plan climat, c'est décidé, on va être 100% énergie renouvelable. Évidemment, on ne va pas mettre des éoliennes place des Vosges, donc évidemment, ça veut dire que les villes vont devoir s'approvisionner en énergie renouvelable dans les territoires ruraux alentours. Et donc, elles peuvent aussi avoir un intérêt à créer des coopérations avec les territoires ruraux alentours. Et les territoires ruraux ont peut-être un intérêt aussi à avoir des coopérations avec des villes
pour avoir des investisseurs, mais que ça soit évidemment une relation gagnant-gagnant. Il ne faut pas qu'il y ait une sorte de prédation des villes sur les territoires ruraux. Il faut que les territoires ruraux y trouvent leur compte. Ça peut être un apport effectivement financier, ça peut être un apport technique, ça peut être par exemple comme cela existe en Rhône-Alpes où il y a des territoires énergie positive qui allient des villes et des territoires ruraux. Donc entre Saint-Étienne et le PNR du Pilat par exemple, a été créée une maison de la mobilité qui va permettre aux territoires à la fois ruraux et urbains d'avoir voilà, un apport sur des solutions de mobilité. Et là-dedans, le rôle de la région, du coup, ça peut être un rôle justement d'animation. Et c'est là où, puisqu'on parle aussi de programmation et de planification, avant les communes, je parlais des villes, et par exemple le plan climat d'une ville, on ne regardait que ce qui va se faire dans le périmètre géographique de la ville. Maintenant, c'est important de se projeter au-delà des frontières de la ville pour voir comment on va s'approvisionner. Et pour la région, c'est important de mettre tous les acteurs autour de la table et de voir aussi comment faciliter ces coopérations entre les villes ou les grandes métropoles et les territoires ruraux, donc, voilà, pour qu'il n'y ait pas justement une sorte de prédation. Et puis aussi pour faciliter des arbitrages, parce que sur l'éolien, il n'y a peut-être pas cette difficulté, mais sur le bois, par exemple, on commence à avoir une concurrence pour la ressource entre des territoires ruraux qui utilisent le bois pour le chauffage et les villes qui développent de plus en plus de chaufferies bois également. Et donc c'est bien, voilà, comme ça s'est fait aussi une association qui permet de mettre tous les acteurs autour de la table et d'apporter des financements, par exemple sur le bois, pour exploiter davantage, dans des critères évidemment durables, les forêts et apporter un peu plus de ressources. Merci pour cette petite précision sur la chaleur renouvelable aussi au passage. Juste sur, donc on voit la programmation change parce que maintenant les collectivités vont avoir ce rôle d'animation. Donc c'est plus uniquement des actions qu'elles vont faire. Ce sont des actions qui vont être menées par d'autres acteurs économiques, des associations, les agriculteurs. Et donc effectivement, la programmation change complètement au niveau territorial, PCAET, au niveau d'une région et au niveau national. Ce que l'on demande, nous, dans ces différentes programmations, c'est qu'il y ait un objectif de 15% des énergies renouvelables entre les mains des collectivités et des citoyens d'ici à 2030. Sachant qu'en Allemagne, vous le savez tous, on est déjà bien au-delà de 50%. Donc on pense que 15%, c'est un objectif très réaliste. Je ne sais pas vous dire par contre où on en est actuellement, puisqu'on n'a pas actuellement le petit thermomètre pour savoir où on en est, mais je pense que ça va être développé assez rapidement. Au niveau national, pour terminer, c'est vrai qu'on a une programmation qui donne des objectifs. On a des objectifs dans des lois. On avait un objectif de 23%, enfin on a toujours un objectif de 23% d'énergie renouvelable en 2020. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça va être très très difficile. Donc il faut peut-être que voilà, on arrive à mettre en face des objectifs des moyens pour arriver à tenir les objectifs. Et quand on a des objectifs, pas essayer de les reculer dès que c'est un petit peu difficile, parce que sinon c'est clair qu'on n'avancera pas. Donc c'est important dans la PPE d'avoir un cap et ensuite effectivement de se tenir à ce cap et puis de laisser davantage travailler les acteurs dans les territoires, s'approprier les projets pour qu'ils puissent se développer comme je pense ils le feront dès qu'ils en auront les moyens. Merci Anne Bringot. Alors la massification du développement des énergies renouvelables en général et de l'éolien en particulier, ça impose aussi une adaptation de la capacité d'accueil du réseau. Bien que pratiquement 95% des projets d'énergie renouvelable soient raccordés chez Enedis, RTE est quand même directement concerné au niveau N+1. Donc Delphine Porfirio, directrice du département accès au réseau et offre de services chez RTE, comment vous faites pour adapter votre réseau et garantir que l'on pourra raccorder tout le monde, notamment les 5 gigas dont on parlait tout à l'heure, là, qui sont en attente, s'il y a du repowering. Est-ce que vous êtes prête ? Alors bonjour, merci effectivement d'avoir pensé à RTE pour ces assises de l'éolien terrestre. En termes de concertation, il y a 3 enjeux à minima très importants pour RTE pour réussir justement à être au rendez-vous pour accueillir les énergies renouvelables. À minima, donc le premier enjeu, c'est celui de la simplification des autorisations administratives pour mener à bien en fait, nos différents projets d'ouvrage. Un deuxième enjeu, c'est celui, on en a parlé, je pense, tout au long de la matinée, c'est celui de la concertation au niveau régional, en tout cas à une échelle plus grande que la simple échelle d'un projet en particulier.
Et enfin, un troisième enjeu que j'aimerais citer, c'est celui d'avoir des hypothèses les plus fiables possibles en données d'entrée pour que nous, on puisse être là au bon moment et au bon endroit. En tant que gestionnaire de réseau, RTE a pour mission de veiller à ce qu'à chaque instant, l'électricité soit disponible. Lorsque vous avez des moyens de production éolienne qui tournent dans une région et qui assurent une production et que le vent se met à faiblir, eh bien, ce sont instantanément d'autres moyens de production qui vont compenser à un autre endroit du territoire. Et là, c'est le réseau électrique qui va jouer le rôle de solidarité en fait, entre les territoires. Ça, c'est très important à rappeler, en ce sens que à partir du moment où vous allez développer des énergies renouvelables sur le territoire français, le réseau qui aujourd'hui répond à un certain équilibre entre régions, vous avez des régions où il y a des surplus de production électrique par rapport à la consommation de la région en question, et d'autres où, au contraire, vous avez un manque de production, et bien à partir du moment où vous commencez à développer des énergies renouvelables donc, et à produire un autre équilibre sur le territoire français, vous allez avoir besoin d'adapter le réseau électrique. Alors adapter, c'est d'une part construire une ligne pour raccorder l'installation de production elle-même ou pour raccorder effectivement un poste source qui bien souvent appartiendra donc au gestionnaire de réseau de distribution pour ensuite derrière raccorder de la production qui vient sur les réseaux de distribution. Et également de construire et d'adapter le réseau de transport qui va permettre d'assurer le rôle de solidarité entre les territoires. Pour cela, donc, on va concerter ouvrage par ouvrage. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour créer une nouvelle ligne électrique, il faut compter entre 5 et 10 ans en moyenne. Et dans les 5 à 10 années d'élaboration du projet, enfin d'aboutissement du projet, vous comptez 12 à 18 mois de travaux, à proprement parler. De la même manière, pour créer un poste source, donc le poste sur lequel va se raccorder donc, en distribution la production d'électricité, il faut compter entre 5 à 7 ans, dont plus de 4 ans de procédure administrative. Alors, alors je ne serai peut-être pas exhaustive, mais entre enquête publique, DUP parfois, études d'impact, études au cas par cas, circulaire Fontaine pour nos ouvrages, on a finalement un millefeuille administratif sur lequel on travaille avec le ministère et avec les fédérations de producteurs pour aboutir à une simplification. Ensuite, vous avez la notion de projet, qui est également une notion qui mérite d'être clarifiée. Lorsque vous créez une liaison souterraine qui n'est pas soumise à étude d'impact, mais que cette liaison souterraine est destinée en fait à raccorder un poste électrique d'un distributeur, qui lui-même est destiné à raccorder des moyens de production, jusqu'où s'étend votre projet ? Est-ce que c'est simplement la ligne souterraine ? Est-ce qu'on inclut le poste électrique ? Est-ce qu'on inclut les unités de production, sachant que vous allez faire face à 2 questions. Du coup, est-ce que vous avez besoin d'une étude d'impact sur la totalité ? Et d'un point de vue temporel, les installations de production vont se raccorder petit à petit, elles ne vont pas arriver toutes en même temps. Donc ce sont des clarifications dont on a besoin et sur lesquelles on travaille également, donc là, cette fois-ci avec le Commissariat général au développement durable, du ministère. Alors, ensuite, je vous disais, on a vraiment besoin, le deuxième enjeu, on a besoin d'une vision régionale, au-delà de la simple concertation qu'on peut mener ouvrage par ouvrage. Aujourd'hui, on a un dispositif en fait, qui s'appelle les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, de leur petit nom S3RENR. RTE a pour mission donc, d'élaborer ces schémas au niveau de chaque région. Donc aujourd'hui, on dispose de 21 schémas donc, qui ont été élaborés entre fin 2012 et début 2016 à l'échelle des anciennes régions administratives et qui permettent en fait de dresser d'une part donc, quelle est l'ambition pour chaque région en termes d'accueil d'énergie renouvelable et quels sont les réseaux électriques qu'on va devoir développer. Pour pouvoir élaborer ces schémas, on a mis entre 1 et 2 ans pour chacun de ces schémas. Et on a mis autour de la table, bien sûr, les acteurs de la filière, des différentes filières de production, les gestionnaires de réseau, mais également la Chambre de commerce et d'industrie, l'ADREAL et le Conseil régional. Voilà. Pardon. Une fois qu'on a mis autour de la table toutes ces personnes-là, on ne s'arrête pas là, puisque maintenant on a aussi l'obligation
d'informer l'ensemble du public. Actuellement, donc, je vous disais, on a 21 schémas régionaux et on est en train de réviser le schéma Hauts-de-France, dont on a parlé tout à l'heure aussi à plusieurs reprises et dans la vidéo de ce matin. La région Hauts-de-France est une région qui a connu une dynamique très forte d'implantation de l'éolien. Donc on est en cours de révision de ce schéma, et pour pouvoir faire ça correctement, en fait on a informé les 6 millions d'habitants de la région, alors par voie de presse, par internet, par des réunions publiques, mais également on a fait des actions de communication ciblées vers des associations reconnues, le monde économique, pour pouvoir à chaque fois recueillir un maximum de remarques donc sur ces schémas-là. Et ça, la concertation régionale, c'est incontournable pour nous. Le dernier point que je voudrais donc préciser aujourd'hui, c'est le fait qu'on a besoin d'une visibilité la plus fiable possible sur ce qui va arriver, où et combien. Donc vous avez compris, ça met du temps de développer des réseaux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au fur et à mesure de l'arrivée de la production à base d'énergie renouvelable, on comble, entre guillemets, la place disponible à moindre coût pour la collectivité, et que petit à petit, et c'est ce qu'on constate dans ce premier schéma révisé sur les Hauts-de-France, on va avoir besoin de construire de plus en plus. Alors même si, bien évidemment, notre réflexe premier est de développer en premier des solutions dites intelligentes, où au lieu de construire du réseau pur et dur, on va mettre en place des automates et des dispositifs qui vont permettre d'optimiser la capacité en fait, sur nos lignes électriques. Mais ceci dit, pour rester sur l'exemple des Hauts-de-France, le nouveau schéma donc, qui prévoit 3 gigawatts de plus d'accueil d'énergie renouvelable sur cette région, immédiatement ou à très court terme, on sait en accueillir un en mettant des solutions intelligentes. Et pour accueillir les 2 autres supplémentaires, c'est vraiment de la construction de réseau qu'il va falloir faire. Donc on a besoin d'une vision la plus exhaustive et la plus fiable possible, et non seulement de l'endroit où va arriver la production, mais également des impacts environnementaux qui pourraient survenir, des enjeux environnementaux vus du territoire. Je citerai pour terminer une initiative qui nous paraît intéressante, où on travaille avec l'École nationale du paysage, qui a une chaire qui est baptisée donc, « Quel sera le paysage de la transition énergétique en 2030 ?» Cette école nous accompagne dans nos différents projets, puisqu'il faut bien l'avoir en tête, construire une ligne électrique, construire un projet d'éolienne, on a la même question entre gestionnaire de réseau et producteur d'électricité, c'est celle de l'acceptabilité de nos ouvrages. Merci pour ce témoignage de RTE. Et puis, vous n'êtes pas contre quand ce sont les développeurs qui construisent eux-mêmes les postes sources. On nous a présenté le parc de Port-Saint-Louis-du-Rhône tout à l'heure. C'est un parc qui a été installé en piquage carrément sur vos lignes RTE et avec construction d'un poste dédié pour le parc éolien. C'est déjà le cas. On a de plus en plus de projets en fait, qui viennent se raccorder directement au réseau de transport. Témoignage de 2 développeurs de projets maintenant. Le point de vue quand même des développeurs, ils n'ont pas pu s'exprimer au cours de cette table ronde. Alors Laurent Albuisson, il est directeur régional Centre-Ouest et Outre-mer de Quadrant. Quadrant qui est né d'une fusion Aérowatt JMBE et puis qui maintenant est chez Direct Énergie depuis 2017. Et puis David Ogex qui est directeur régional Sud et Outre-mer chez EDF Énergie Nouvelle, qui est le chef de projet dont on parlait tout à l'heure avec Sal Curran. Alors, quelques minutes quand même, messieurs, pour écouter votre témoignage, puisque je vois que le président de l'Assemblée nationale est arrivé. On va commencer avec Laurent Albuisson. Vous reprenez place avec nous, je continue. Messieurs les développeurs, faites attention à ce que vous allez dire. Le président de l'Assemblée nationale vous écoute. Alors Laurent Albuisson, réaction à tout ce qui s'est dit déjà au cours des tables rondes, et puis surtout, intérêt du financement participatif. Et la boucle est bouclée, on revient sur le projet des poulets et des volailles de Loué dans la Sarthe, puisque là aussi, il y a eu du financement participatif. Qu'est-ce que ça a changé sur le projet, le fait de faire cet appel à l'épargne publique ?
Beaucoup de questions d'un seul coup là. Merci Philippe. Oui, on a la chance d'être l'opérateur qui a construit ce parc éolien dans la Sarthe. L'idée, c'était, on l'a évoqué, c'était de le présenter un petit peu parce que c'est un parc tout à fait standard. Vous passez devant. C'est un parc, il y a 6 éoliennes. Elles font 150 mètres de haut. Rien ne le différencie complètement d'un autre parc éolien que vous auriez pu voir 100 ou 150 km avant. Sauf que, donc taille standard, c'est pas un énorme parc éolien. On a entendu parler de projets dans les Ardennes ce matin qui permettent de mettre en œuvre des solutions de concertation très élaborées. Peut-être que David en parlera tout à l'heure sur des parcs d'envergure. Mais celui-là, il a une histoire qui est assez classique. Au final, il est né déjà de démarches de la part d'opérateurs. Je n'ai pas toujours tendance à utiliser le mot développeur parce que je trouve que ça a des fois une connotation un peu étrange. Je préfère opérateur de parc parce que c'est ce que nous sommes au final. Et donc, né de démarches effectuées auprès des élus. Les élus ont fini par se dire, on est 3 communes à être sollicitées, chacune de notre côté. On se regroupe un peu, on fait partie de la même communauté de communes, on essaye de réfléchir à notre avenir et à ce qu'on peut faire comme projet territorial en termes d'éolien. L'idée étant d'accompagner. On était dans une période où l'éolien était assez peu connu. Voire même pas connu du tout dans le département concerné, parce que la Sarthe, ça a été le premier parc qui a été construit, et les élus se sont mobilisés, alors que justement, globalement, la tendance des instances départementales était plutôt, d'ailleurs, pas favorable du tout au déploiement de l'éolien sur ce territoire-là, chose qui a changé depuis. Caractéristique importante pour que, globalement, le projet se passe bien, c'est une mobilisation des élus. J'ai bien apprécié votre remarque, Monsieur Perea, tout à l'heure. Effectivement, c'est pour les élus, autant que pour les opérateurs, un chemin de croix. Il faut tenir un projet éolien, vous le mentionniez tout à l'heure, c'est un peu comme pour RTE, c'est 8 ans de travaux, d'efforts, pour arriver à faire en sorte qu'on aille au bout. On le voit vite, 8 ans d'efforts, pour des élus territoriaux, c'est déjà plus qu'un mandat. Donc ça génère une incertitude, même pour les opérateurs. Donc c'est important comme ça qu'il y ait cette continuité dans le dialogue et que les élus arrivent à se mobiliser, arrivent à avoir du répondant de la part des opérateurs. Ça les a conduits à choisir un opérateur pour leur territoire, en disant voilà, on a envie de travailler, on a envie de faire quelque chose. On est démarché par plusieurs entreprises, ce qui est tout à fait normal. On en choisit un et on l'accompagne jusqu'au bout. On se met d'accord sur ce qu'on aimerait faire. On n'est pas forcément obligé de contractualiser, mais il faut à minima essayer de définir quel est le cahier des charges que souhaite la collectivité pour aménager son territoire. Et donc que les opérateurs y adhèrent. Et de la même manière que les opérateurs expliquent quelles sont leurs contraintes. Ça fait partie des choses qui sont importantes. Parmi les remarques qu'on peut faire sur l'éolien, j'espère qu'on est en train d'en sortir, on a aujourd'hui une question de base, souvent, quand on arrive sur un nouveau projet, qui est « mais pourquoi est-ce qu'on va faire de l'éolien ?» Alors que la question qu'il faudrait qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait un bon projet éolien sur un territoire ? Mais on a aujourd'hui encore beaucoup de territoires sur lesquels la première question qu'on nous pose, c'est « mais pourquoi ?» Donc la notion de transition énergétique, la notion d'objectif n'est pas encore quelque chose qui est assez largement approprié au sein des territoires. Donc, je reviens sur ce projet de la Sarthe. Donc effectivement, une espèce de militantisme au départ et un accompagnement dans la durée, à la fois de la part des élus et de l'opérateur que nous sommes. Et avec ce dossier-là, donc ça aurait pu amener à un projet tout à fait standard, classique. Cadran est opérateur du parc, on détient 100% du capital, on monte notre projet, on obtient les autorisations et on finit par ce qu'on évoque souvent, verser notre taxe professionnelle. Génial, on n'a pas fait beaucoup progresser le système et ce n'était pas exactement le souhait des élus. Donc ce qu'on a fait, c'est essayer de trouver quels sont les acteurs économiques du territoire. Dans la Sarthe,
un des acteurs économiques, département qui est assez largement rural, principal acteur économique du monde agricole, les fermiers de Loué. Ils avaient de leur côté leur projet qui était de dire on est une filière agroalimentaire, on souhaite nous aussi participer à la transition énergétique, on souhaite être un producteur d'électricité renouvelable qui produit à peu près autant que la consommation de la filière. Donc ils ont fait leur diagnostic de leur côté, ils sont arrivés à la conclusion que ils auraient besoin de faire, ils ont fait du solaire, et ils auraient besoin de faire un parc éolien pour arriver à ce que la consommation électrique, depuis les couveuses jusqu'au four de la ménagère, c'est leur expression, puisse être produite par la coopérative agricole. Donc, partenariat assez naturel entre nous, opérateurs des énergies renouvelables, et la coopérative des fermiers de Loué. Donc déjà, première appropriation territoriale. Et de la même manière, les élus avaient dit, et nous, en tant qu'opérateurs, on souhaite le promouvoir un peu à chaque dossier, à partir du moment où il y a une certaine appétence pour le sujet, nous, élus, on aurait aimé qu'il y ait du financement participatif. Très bien. Rien d'initié dès le départ. Clairement, en phase de développement, en phase d'études, énormément de risques. On ne sait pas si au final le projet va pouvoir se faire. Et donc on avait dit c'est quelque chose qu'on mettra en place, qu'on essaiera de mettre en place, parce qu'on était en 2012-2013. Les décrets sur le crowdfunding n'étaient pas encore sortis. Donc on a mis en place ce financement participatif sous forme d'un partenariat avec une banque. Alors tout à l'heure on parlait de banque locale en disant il n'y a pas de banque locale en France, il y en a quand même. Il y a un réseau de banques locales. La banque qui a financé, pour ne pas la nommer, qui est très très liée au monde agricole, je ne dirai pas qui c'est, a dit mais attendez, nous on est le bon sens, une banque mutualiste, le bon sens 2, chez soi. Extrêmement bien implantée dans les territoires, et 3, si on y réfléchit, et bon, pour pas vous cacher, en tant qu'opérateur, on leur a un peu forcé la main. On leur a dit, écoutez, essayez de nous trouver un produit qui marche. Essayez de nous trouver un produit qui nous permet, on était en 2012, début 2013, de ne pas faire appel public à l'épargne. S'il vous plaît, on aimerait bien pouvoir associer un peu plus de 100 personnes et ne pas avoir besoin de demander à l'autorité des marchés financiers un agrément. Alors au final, combien de personnes ils ont fini par chercher et ils ont fini par trouver. Et ils nous ont proposé un produit bancaire qui est le dépôt à terme. Ça rejoint la publicité qu'ils faisaient à l'époque. Vous savez, vous avez deux personnes qui sont assises sur la place du village qui disent « Mais mon argent, quand je fais de l'épargne, il va où ?» Oui, votre argent, il peut aller dans un projet territorial. Et donc, on a fait du participatif ultra local. Les souscriptions du dépôt à terme étaient limitées aux 2 agences de la banque de la communauté de communes. Combien de personnes au final? 6 000 habitants. Combien de personnes et quel montant levé? 270 personnes qui ont souscrit. Donc on était largement au-delà des seuils de l'autorité des marchés financiers. 270 personnes qui ont souscrit, 1 200 000 € de levée en 6 semaines sur un territoire qui fait 6 000 habitants. Donc de l'épargne, il y en a. Alors avec forcément un intérêt économique, mais en disant voilà, et toute cette souscription, elle est directement fléchée sur le projet. Elle permettra au projet d'être financé par la banque. Dernière question brève, Laurent Albuisson. Réplicabilité de ce dispositif? Nous, on considère qu'elle est totale. On n'est pas sur un projet extraordinaire, on est sur un projet éolien à peu près classique. Il faut arriver simplement, et c'est exactement la même problématique sur la concertation, il faut arriver à générer, ce que je dirais, c'est des lieux d'échange, où chacun arrive à exprimer quels sont ses souhaits. C'est valable pour les études d'impact, c'est valable pour le paysage, c'est valable aussi pour les aspects participatifs, c'est valable pour l'accompagnement, c'est valable pour la fiscalité. Il faut arriver à trouver des endroits où les gens arrivent à s'exprimer et où un opérateur arrive à dire « Ok, ça, je peux aller jusque-là ». Un élu dit « Ça, je peux soutenir jusque-là ». Je peux dire « Je peux soutenir jusqu'à tant d'éoliennes, mais je préférerais qu'elles soient à tel endroit, etc. » C'est-à-dire pas forcément faire un zonage avec un dossier. J'ai bien aimé votre remarque en disant la complexité des zonages. Qu'est-ce qui a tué la ZDE au final? C'est que c'était devenu des études d'impact. Bon. Donc voilà, il faut arriver à trouver ce lieu d'échange qui peut être tout à fait informel autour d'un projet pour qu'il puisse être dupliqué sur d'autres territoires. Et je peux vous garantir que ça marche parce que on est aujourd'hui le 15 novembre. Depuis aujourd'hui, on a nous cadrant un deuxième projet sur le même département qui vient d'être purgé de tout recours et qu'on a déposé il y a moins de 2 ans.
Donc effectivement, à partir du moment où on arrive à mettre en place la confiance et à mettre en place ces lieux d'échange, c'est quelque chose qui est tout à fait duplicable. Merci Laurent Albuisson. Alors il va nous dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin. David Augex, donc directeur régional Sud et Outre-mer chez EDF Énergie Nouvelle. On passe d'un projet dans la Sarthe de 6 machines pour 11 MW à un projet qui d'un seul coup fait 96 MW, 35 machines Vestas. Comment est-ce que DFEN travaille avec les élus, travaille avec les territoires et au travers de cet exemple concret, l'ensemble éolien catalan, installé, mis en service par Jean-Bernard Lévy lui-même près de Perpignan. Comment est-ce que DFEN travaille avec les territoires, co-construit un projet aussi important avec les territoires? Bon, merci. Merci Philippe de nous donner la parole. Donc je vais en profiter aussi puisqu'on a Monsieur le Président de l'Assemblée devant nous pour rebondir d'abord sur quelques messages qui ont été passés. J'ai entendu parler de favoriser le repowering. Très très bonne idée. Il va falloir véritablement mettre en place des actions très très concrètes parce qu'effectivement la filière arrive aujourd'hui à traiter quelques dossiers de repowering et ils vont devenir de plus en plus nombreux dans les 2, 3, 4 ans qui viennent et ça peut devenir quelque chose de formidablement ambitieux pour au moins soutenir la puissance installée déjà et ne pas la voir disparaître. Comment EDF Énergie Nouvelle a-t-elle appréhendé le sujet de l'ensemble éolien catalan ? Quelques chiffres pour camper le décor, 4 communes, une intercommunalité, 400 propriétaires fonciers, une fédération du BTP, une chambre d'agriculture, 4 caves coopératives. Bref, un projet de cette envergure, déjà quand on le démarre, on ne la connaît pas l'envergure. C'est-à-dire qu'on a détecté un site qui nous paraît propice à l'exploitation du gisement éolien, parce que bien sûr, là où il n'y a pas de gisement, il n'y aura pas de parc éolien, ça c'est une première chose, qui est relativement vaste et dans lequel on ne préjuge pas de l'acceptabilité du territoire. Ce projet sera-t-il accepté? Sera-t-il rejeté? Par qui sera-t-il accepté? Donc d'abord et avant tout, la première des choses qu'on installe, c'est un dialogue territorial et une écoute. Un dialogue, ça passe d'abord et avant tout par l'écoute du territoire et par les gens qui font vivre ce territoire depuis quelques décennies, voire un peu plus, bien avant que vous n'y arriviez. Donc le contexte de ce projet, c'était effectivement une agriculture basée sur la viticulture, sur ce plateau, et des collectivités impliquées. Donc les premiers acteurs que EDF Énergie Nouvelle rencontre, ce sont les collectivités, donc communautés de communes, mais aussi tous les socioprofessionnels, agriculteurs, je parlais de 400 propriétaires, c'était un lourd handicap au départ, en tout cas un lourd travail pour développer un projet comme ça. C'est devenu une exceptionnelle richesse de ce dossier parce que par 400 propriétaires fonciers, 400 familles, vous êtes forcés et impliqués dans une concertation approfondie et au plus près, quoi. On n'est pas dans les chambres syndicales, on n'est pas dans les caves coopératives, on est dans la cuisine de M. Dupont et Mme Durand. Est-ce que malgré cette très large concertation, il y a eu de l'opposition? Bien sûr. Et des blocages? Bien sûr. On est en France. Vous connaissez l'esprit franchouillard. Comment voulez-vous qu'un projet d'aménagement qui va transformer le paysage, qui va transformer la carte postale du pays, que ce soit une route, que ce soit des éoliennes, que ce soit un port de commerce, comment voulez-vous que ça passe sans recours aujourd'hui avec la judiciarisation de la société? Donc oui, il y a eu des recours. Il y a eu 12 recours gracieux. Il y a eu un recours contentieux au final, effectivement, même si le projet a été porté par une enquête publique qui a été extrêmement sollicitée par les acteurs, notamment viticoles, mais aussi associatifs. On est dans un secteur là où le tissu associatif est aussi très développé et donc malgré ça, oui, il y a eu des recours. Pour autant, c'est pas pour cela que la concertation n'a pas eu lieu. Et la concertation a eu lieu aussi et avant tout avec des acteurs socio-économiques. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent de la dimension de nos projets lorsqu'on les instruit, lorsqu'on est face au service de l'État. On parle de paysage, on parle de biodiversité, on parle d'acoustique, on oublie trop souvent de parler d'économie.
Un parc éolien, c'est non seulement des éoliennes qui se construisent. On a dit qu'il n'y avait pas de grands constructeurs d'éoliennes français dans cette filière. Enfin, on en connaît quand même un qui est en train d'émerger et que je salue dans la salle. Néanmoins, un éolien, c'est un assemblier. On va trouver aussi dans des éoliennes danoises, dans des éoliennes allemandes, des composants de l'industrie française parce qu'on va trouver un multiplicateur, on va trouver une génératrice. Donc, il est faux de dire que l'éolien, c'est du produit totalement importé. Et enfin, sur un chantier, on n'imagine pas le nombre d'entreprises du BTP qui sont impliquées dans l'élaboration et dans la construction de dossiers d'envergure comme ceci. Tout l'effort de concertation que EDF Énergie Nouvelle a fait, c'est un effort de pédagogie à l'égard de ces entreprises, qui sont parfois des entreprises très locales, voire régionales, avec une convention avec les fédés du BTP pour éduquer ces gens-là, pour les amener à un niveau de compétence et de sécurité adéquat, pour pouvoir répondre à nos marchés, qui sont effectivement très exigeants. Une éolienne qui tombe parce que la fondation a été mal faite, ça fait quand même un petit peu désordre. Donc voilà, il y a eu aussi pendant des années, à côté de ces efforts de développement, je dirais, purement administratifs et environnementaux, des efforts de concertation avec le monde socio-économique du projet. Et la force du projet, ça a été ça. Ça a été qu'il a fédéré autour de lui beaucoup de parties prenantes. On parle beaucoup des élus, mais il ne faut pas oublier qu'un élu seul, il ne peut pas faire la pluie et le beau temps. S'il est soutenu par les forces économiques du département, par les forces agricoles de son département, et qu'il est accompagné par les forces touristiques, le projet finit par l'emporter. David Auger, il y a 2 directions générales du ministère qui écoutent. D'ici la fin du mois, ils doivent remettre 10 propositions sur la table du ministre. Quelques suggestions des professionnels pour stabiliser le développement de la filière, maintenir la trajectoire et mener tout ça dans la concertation? J'ose ? Il faut. Bon, alors je vais oser alors. Non, je pense que dans les instructions administratives aujourd'hui, il faut passer de... Je pense qu'il faut changer de paradigme, il faut passer du principe de précaution au principe de proportionnalité. Autrement dit, lorsque on a constaté que la migration était faible, que la présence avifaune locale nicheuse était plutôt anecdotique, nous demander par exemple de façon systématique de passer en CNPN, c'est, excusez-moi, je vais prendre un petit peu un langage imagé, vous avez entendu l'accent, je suis originaire de la même région que M. Perea, c'est un petit peu too much. Voilà. Donc, principe de proportionnalité, principe de précaution, pourquoi pas? Et il ne faut pas le nier. Mais mettons-y à côté un petit peu de principe de proportionnalité, ça ne fera pas de mal aux instructions administratives. Le deuxième sujet, c'est aujourd'hui, je l'ai entendu dans votre bouche, monsieur, c'est quand vous parliez de l'armée, de cette notion de préemption. Aujourd'hui, effectivement, l'instruction des dossiers sont souvent orientés sur la préemption d'espace. La DGAC a son aéroport à exploiter, donc pas d'éolienne. Pas d'éolienne par pur principe de précaution d'ailleurs. Parce que bien souvent, les études fondées scientifiques qu'on peut vous opposer, elles sont totalement inexistantes. Vous avez Météo France qui a un radar, donc pas d'éolienne. Vous avez l'armée de l'air qui a des zones d'entraînement, donc pas d'éolienne. Au passage, elles ont aussi des zones qui n'existent pas en droit, mais qu'elles utilisent, et qui sont totalement inexistantes en droit, c'est les Volta qui les SETBA, donc pas d'éolienne. Vous avez ensuite les DREAL qui sont... Et c'est logique et c'est normal et c'est leur mission chargée de protéger la biodiversité et de la favoriser. Donc là où il y a une zone Natura 2000, une ZICO et une ZPS, pas d'éolienne. Et je pense que la profession et la filière aurait grand bénéfice de passer de cette notion de préemption systématique et cumulative qui fait que finalement, lorsque vous empilez les couches de contraintes sur le territoire français devient rouge. Une fois pour l'armée, une fois pour Météo France, une fois pour la biodiversité. Si on arrivait à cette notion de partage de l'espace, on aurait fait un grand pas. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la plaquette de l'ADEME rappelle qu'on est à 12 000 mégawatts en France.
Les objectifs sont une fois de 22 000. Presque 13 000. Hein. Une fois de 35 000, une fois de... Ça dépend des échéances qu'on va caler. Très franchement, les 12 000 mégawatts qu'on a construits en France aujourd'hui, ça fait 18 ans que j'exerce cette profession, il serait impossible, proprement impossible avec la réglementation actuelle. Heureusement que la réglementation de 2000 n'était pas celle d'aujourd'hui, parce qu'on ne parlerait pas de 12 000, on en parlerait de 6. Donc je ne vois pas comment aujourd'hui, avec l'inflation de la réglementation d'une part, et l'inflation des objectifs, on va pouvoir faire cohabiter ces deux principes, sauf à passer du principe de préemption au principe de partage. Et enfin, si vous permettez, un des schémas, un des outils qui pourrait permettre d'avoir ce débat-là, non seulement au niveau national, c'est la PPE, mais surtout au niveau régional, ce sont les SRADET. Et le SRADET doit devenir un outil d'engagement politique vraiment fortement porté par l'ensemble des régions de France. Je vais parler pour la région que je connais le mieux, la région Occitanie, qui a prévu de devenir région REPOS, comme elle dit, hein, région à énergie positive à un horizon relativement proche. Cette région doit affirmer, donc, comme toutes les régions françaises, hein, à l'échéance fin 2018-2019, son SRADET. Comment faire en sorte que ce SRADET puisse s'imposer au service de l'État déconcentré qui, malheureusement, aujourd'hui, par effet cumulatif, ont toutes les bonnes raisons de refuser les dossiers éoliens. Et là, je finis par m'adresser à M. Péréa et au législateur. M. Péréa, vous n'étiez pas là avant, mais de grâce, s'il vous plaît, arrêtez avec les avis conformes. Parce qu'un avis conforme aujourd'hui dans une administration supprime tout simplement la capacité d'arbitrage au préfet. Un avis simple permet à un préfet de prendre du recul et de peser le pour et le contre, et de choisir en tout état de cause, en son âme et conscience, et de peser les avantages et les inconvénients. Un avis conforme, c'est terminé. Le préfet, il a beau vouloir accompagner le développement de la politique nationale, il est complètement verrouillé. Merci David Auger. D'habitude, quand on trouve une lampe à huile, on a le droit de faire 3 vœux. Là, moi, j'en compte 5, voire même presque 6. Le repowering, la proportionnalité, à la place du principe de précaution, assouplir et cadencer les procédures, partager l'espace au lieu de préempter l'espace, les SRADET en plus de la PPE, et puis l'avis conforme. Ça fait beaucoup, mais eux ont droit de faire 10 propositions au ministre. Là, ils peuvent reprendre les 6 déjà. Écoutez, c'est bientôt Noël, hein, donc j'en profite. Oui, voilà, c'était l'occasion. C'était l'occasion. Bon, merci à tous les deux. Merci mesdames, merci messieurs de tous vos témoignages.